Bonjour, aujourd'hui je fais une petite présentation du corps des quaternions. Alors corps, attention, c'est un corps non commutatif, ça s'appelle aussi un corps gauche, ça s'appelle aussi un anneau à division pour la traduction de l'anglais. Et je vais essayer d'en faire une présentation un peu naturelle. Alors cette présentation que je vous fais, c'est celle qu'on peut trouver dans Nouvelles histoires hédonistes de groupe et de géométrie, le tome 2, c'est-à-dire c'est dans le chapitre 7. Donc, avant de construire le corps des quaternions, le corps gauche des quaternions, qui est peut-être un peu nouveau pour certains, je vais commencer par construire le corps des complexes. Voilà. Bon. Mais une construction qui serait un peu liée à la géométrie euclidienne. Allons-y. Construction des complexes. Je pars de SO2, c'est-à-dire je pars en gros des isométries positives du plan euclidien. Donc c'est le plan R2, muni de sa structure euclidienne, et je regarde les isométries. Bon, j'ai deux types d'isométries, je garde le sous-groupe des rotations finalement, et c'est SO2. Et SO2, matriciellement, on sait qu'il s'écrit de la forme AB moins BA, avec AB dans R, et A2 plus B2 égale 1, parce que le déterminant est égal à 1. Donc, c'est un sous-groupe de GL2, mais c'est une partie, pour l'instant, de M2 de R. Et la chose extraordinaire qu'on peut remarquer, ou pas, c'est que si je regarde RSO2, c'est-à-dire l'ensemble des lambda, alors Z, ça va représenter cette matrice, des lambda Z, où lambda est dans R et Z dans SO2, d'accord? Eh bien, ça donne quoi? Ici, ça donne l'ensemble des matrices AB moins BA, d'accord? Mais cette fois-ci, on s'affranchit du fait que le déterminant doit être égal à 1. Bon, là, c'est ce qu'on appelle les similitudes, d'accord? AB moins BA, AB appartient juste à R. Eh bien, vous voyez que ici, vous obtenez un sous-espace vectoriel de M2 de R. Il n'en faut pas beaucoup. C'est-à-dire, ce qui manquait à SO2 pour être un sous-espace, c'est juste la multiplication par un scalaire. Une fois qu'on a la multiplication par un scalaire, eh ben, comme par magie, et il faut le voir comme une magie à laquelle on est tellement habitué que ça nous semble normal, mais ça ne l'est pas, eh bien, c'est stable par addition. D'accord? Donc, regardez, j'ai juste multiplié par lambda, donc j'ai assuré la stabilité par multiplication par un scalaire, et j'ai quelque chose qui est stable par l'addition. Donc, j'ai un sous-espace vectoriel maintenant. Prenez n'importe quel groupe, quel sous-groupe de GLN, donc qui est plongé dans Mn, et multipliez-le par lambda, par un réel, bon, vous allez voir, ça ne va pas vous donner un sous-espace, en général. Mais là, c'est ça, le miracle. Ok. Donc, on a un sous-espace. Mais comme ce sous-espace provenait d'un groupe, ben, on va avoir la stabilité par multiplication. C'est-à-dire que lambda z fois lambda prime z prime égale lambda lambda prime z z prime, évidemment. Et on a même une stabilité par inversion ici, et une stabilité par inversion pour R étoile. Donc si on prend lambda différent de 0, ben, lambda z moins 1, ce sera lambda moins 1, z moins 1, puisqu'ici c'est inversible. D'ailleurs l'inverse, c'est la transposée. Voilà. Donc, regardez, on a ce qu'on appelle, ben, vous voyez, ici, on a juste demandé, on était parti d'un groupe, on a juste demandé la stabilité par la multiplication par un scalaire, et on obtient une stabilité par addition, et ensuite, du fait qu'on était parti d'un groupe, on obtient une stabilité par multiplication, et on obtient, pour les non nuls, une stabilité par inversion. Donc, on a C égale R SO2, qui va être un corps, et en tant qu'espace sur R, alors lui, il est commutatif, en tant qu'espace sur R, il est engendré par, ben, regardez, vous avez une base très naturelle, 1, 1, et là 0, 0, donc ça va être ça l'unité, et 0, 1, moins 1, 0, qu'on va appeler I. Et ça commute, ce qui fait que c'est bien un corps commutatif, ce qu'on appelle un corps. Bon, maintenant, on est mûr pour construire les quaternions. On part de C2,
pour sa structure hermitienne. Donc avec sa structure z carré plus sa norme hermitienne, comme ceci, hein, pour un couple ZZ' de C2. Bien, on va avoir un groupe de transformation, donc un sous-groupe de GL2 de C, qui respecte cette structure, et on l'appelle U2, hein, c'est le groupe unitaire. On veut réduire ce groupe unitaire pour le ramener à l'essentiel, en regardant juste les éléments de déterminant 1, et là on tombe sur un sous-groupe qui s'appelle SU2, et l'idée est évidemment que les choses pour aller de SO2 à SU2, c'est juste de transformer, de mettre une barre quelque part, hein, dans les matrices. On a ici, c'est l'ensemble des AB moins B bar, A bar. Ici, vous voyez cette transformation. Finalement, ça ne demande pas une transformation essentielle entre l'un et l'autre, où les AB parcourent C et le déterminant est égal à 1, encore une fois. Hein. C'est comme ça qu'on a réduit U2 à SU2, et on a la norme au carré de A plus la norme au carré de B est égale à 1. Voilà. Et encore une fois, je reproduis le schéma, c'est une partie de M2 de C, je multiplie, attention, par R, pas par C, hein, je multiplie par R, et je vérifie que quand je multiplie ces matrices-là par R, eh bien, je vais obtenir un espace vectoriel, un sous-espace vectoriel de M2 de C. Mais attention, de M2 de C comme R espace, pas comme C espace. On en parlera tout à l'heure. Ici, RSU2, c'est l'ensemble des AB moins B bar A bar, où AB est dans C. Alors évidemment, c'est un R espace vectoriel, ce n'est pas un C espace vectoriel, à cause du bar évidemment, et il se reproduit le même miracle, où juste en demandant d'être stable par multiplication par R, on a une stabilité par l'addition. Chose, vérifiez-le sur d'autres sous-groupes, ça ne marche jamais normalement. Bon. Voilà. Alors maintenant, c'est un sous-espace en tant que R sous-espace. Ben, je vais prendre donc A égale 1 et I. Donc maintenant, je vais chercher, on va dire, une base naturelle en tant que R espace. Donc A, bah, lui, il est engendré par 1 et I, ce qui va nous donner, pour A égale 1 et I, B égale 0, ça va nous donner 1, 0, 0, 1. Et quand je prends A égale I, ça fait I, 0, 0, moins I. Et maintenant, quand je vais prendre A égale 0 et B égale 1 et I, eh bien, je vais avoir 0, 1, moins 1, 0. Et là, je ne vais pas prendre I pour des raisons, on va dire, pratico-historiques aussi. Bah, je vais prendre moins I, 0, moins I, 0. Et de la même manière, le fait d'être parti d'un groupe, hein, on est parti d'un sous-groupe, puisque c'est le stabilisateur d'une forme, donc un stabilisateur d'une forme, c'est un sous-groupe, plus le déterminant égale 1, le déterminant c'est multiplicatif, donc ça donne un sous-groupe, et bien là, ça va donner, ça c'est un sous-groupe, donc ici ça va donner d'une part un anneau, et d'autre part un corps, mais cette fois-ci non commutatif, parce qu'on remarquera que ces deux matrices ne commutent pas. Alors, lui, ce sera l'unité, évidemment. Ça, ce sera I et J. Ça, ce sera K. On a I fois J. Ben, vous vérifiez que ça fait K. C'est pour ça qu'on a pris ce K-là et pas son opposé, pour avoir un peu le bonhomme d'Ampère, là, le I fois J égale K. J fois K, on vérifie que ça fait I. K fois I, ça fait J. I2, ça fait J2. Ça fait K2, ça fait moins 1. Bon, attention, le moins 1, c'est-à-dire moins identité, qu'on appelle 1, hein, là-dedans. Et H égale RSU2 est un corps gauche. Alors, bon, on va voir des petites techniques à l'intérieur de ce corps, mais bon, il a eu des tas de noms. Il y avait, au début du siècle dernier, ça s'appelait les hypercomplexes. Hein, H comme hypercomplexe, et H en même temps comme Hamilton.
Alors moi, personnellement, pour des raisons pédagogiques, c'est-à-dire montrer que on n'a pas fait un grand pas de là vers là, on a juste remplacé le O en U, je l'appellerai le corps gauche, évidemment, des quimplexes. Voilà, c'est une proposition que j'envoie à l'Académie des sciences. Mais au-delà de cette terminologie, on peut se demander à quoi ça sert. Donc, on va se demander à quoi servent les complexes. Alors, là, il faut bien voir que le but de Hamilton, quand il a construit les quaternions, c'était de faire de la géométrie tout en faisant de l'algèbre, c'est-à-dire à l'intérieur d'une algèbre. Effectivement, on avait eu les complexes, et on pouvait faire, qu'est-ce qu'on peut faire dans les complexes géométriquement? On a une addition, donc on peut ajouter des vecteurs, on peut multiplier des vecteurs, on a une multiplication par R, mais on a une multiplication entre complexes qui nous donne des similitudes, parce que ça c'est finalement des similitudes, plus un morphisme bar qui nous donne des symétries. Ici, le morphisme bar, vous remarquerez que c'est juste la transposition des matrices. Et on a une norme, ici, qui correspond juste au déterminant, la norme au carré, A2 plus B2, et donc qui est multiplicatif, puisque ça correspond au déterminant. Bien. Alors, on fait de la géométrie, et en fait, si vous regardez bien C, c'est un objet sur lequel il y a à la fois l'espace vectoriel, c'est-à-dire C, c'est le plan sur lequel on va agir, mais aussi l'action. C'est le 2 en 1, si vous voulez. D'accord ? C'est-à-dire que Z, ça va être le vecteur. Voilà. On va voir comme vecteur. Quand on va faire Z plus Z', ce sera la somme des vecteurs. Quand on va faire lambda Z, ce sera le produit de Z par un scalaire. Donc, bon, on fait de la géométrie vectorielle. Mais en même temps, il y a le groupe sur lequel on agit. C'est-à-dire, quand on va faire Z fois Z', c'est Z' qui va être modifié par la similitude qui est donnée par l'élément Z. Parce que ça, c'est une similitude. Alors, plus généralement, ces algèbres, ces objets, ces algèbres, dans lesquels l'idée de la construction de ces algèbres, c'est d'avoir à la fois l'espace et le groupe qui respectent une forme et qui agit sur l'espace, eh bien, c'est l'idée de Clifford, des algèbres de Clifford, voilà, dont j'aurai l'occasion, j'espère, de parler sur cette chaîne. Mais dans les algèbres de Clifford, on n'a pas des corps, on n'a pas l'inversibilité. Là, on a quand même quelque chose d'assez exceptionnel. On a l'inversibilité, là, ici et ici, de l'algèbre. Voilà, qui va être bien pratique. En tout cas, l'idée de Hamilton, qui a donné le H ici, eh bien, c'est de faire de la géométrie tout en faisant des calculs dans une algèbre, voilà, avec des éléments I, J, K, qu'on peut à la fois ajouter et multiplier. Donc, H va contenir à la fois l'espace sur lequel on veut travailler et les objets qui agissent dessus, tout en respectant la norme. Voilà. Sauf que, ici, c'est par multiplication par Z, alors que ici, ça va être par conjugaison. Ça, c'est la petite nuance. Voilà, là je pense que j'en ai dit beaucoup. On va terminer cette présentation en ajoutant ici une norme sur C, naturelle, et une norme sur H. Alors, on a une conjugaison dans C. Comment elle provient de notre construction? Eh bien, on l'a dit tout à l'heure, la conjugaison, donc si on prend un élément Z, donc Z ça va être une matrice AB moins BA avec A et B dans R, Z bar c'est juste à transposer. D'accord? Et on vérifie que ZZ bar, c'est det de Z fois 1. Ce qui est normal, puisque les matrices de SO2, elles sont de déterminant 1, et elles vérifient, comme elles sont dans O2, que Z transposé est égal à 1. C'est ça la définition de O2.
plus le det de z qui est égal à 1. Donc par homogénéité, il est normal qu'on ait cette formule. Et donc, comme le déterminant est multiplicatif, bah, ça nous fait, et que ça c'est positif, ça va nous faire une norme très agréable, évidemment, qui est égale à A2 plus B2. Donc on retrouve la norme naturelle de R2. Voilà. Donc on a une norme qui est multiplicative, puisque c'est le déterminant. Vous voyez, c'est très très naturel. Et du coup, si z est différent de 0, on a l'inversion. On a une formule d'inversion, z-1, c'est, d'après cette formule, 1 sur det de z, parce que si z est différent de 0, ça c'est non nul, 1 sur det de z fois z bar. C'est finalement la multiplication par la quantité conjuguée, 1 sur z, bah, on multiplie en haut et en bas par z bar, et ça nous fait ça. Donc maintenant, dans le cadre des quaternions, on va avoir la même chose. Je vous rappelle que U2, ça c'est le groupe unitaire, c'est l'ensemble des matrices de GL2 de C qui vérifie M étoile égale identité, où M étoile, c'est la trans conjuguée, donc la transposée de la conjuguée, donc c'est un bar et transposé. Ce qui fait que là, sur H, ben, on va avoir une stabilité par étoile, H bar, parce que si ça c'est H, bah, H bar, ça va être la matrice étoile. C'est-à-dire qu'on met un bar, ici on va avoir bar, bar, et on va transposer. Voilà. Et on va avoir, par construction, comme ici, H étoile, forcément ça va être le déterminant de H fois 1. Par construction de U2, de SU2, ça va être la même formule. Ce qui va faire que si H est non nul, bon, bah, le déterminant, évidemment, c'est norme de module de A au carré plus module de B au carré. Donc, le déterminant, si H est non nul, bah, le déterminant est non nul, et H-1, ça va être évidemment 1 sur det de H fois H bar. Alors bon, bien sûr, on peut vérifier que 1, son bar, c'est 1, I, son bar, ça va être moins I. Pareil, J bar égale moins J. Et K bar égale moins K. Ce qui va faire que on va avoir un espace de dimension 3 qu'on va appeler I, qui est engendré par IJK. Et c'est exactement l'ensemble des éléments qui vérifient Z bar égale moins Z. Il est clair que comme bar est involutif, il va y avoir une décomposition des espaces en l'espace bar stable et les espaces anti-bar stable. Et donc les bars stables, ça va être les réels. Donc, de la même manière qu'on a la droite des réels. Voilà. Et on va avoir ce qu'on appelle les imaginaires quaternioniques, I comme imaginaire. Ça généralise les imaginaires dans C, et ça va être l'ensemble des Z qui vérifient Z bar égale moins Z. Voilà, on va arrêter là. Ah non, on n'arrête pas là. Stop. On pourrait se demander, on a H qui a un R espace. Est-ce que c'est un C espace? Non, ça ne peut pas être un C espace. C'est-à-dire que on pourrait se dire, par exemple, H, c'est C fois 1 plus C fois J. Mais oui, mais ça ne commute pas. C'est-à-dire que la multiplication par C, dans C, il y a I, et I et J ne commutent pas. Si H avait été un C espace vectoriel, donc il aurait été un C espace vectoriel engendré par une base 1A, ou un H, je vais le mettre, voilà, il aurait été de dimension 2, eh bien, on aurait eu que, forcément, 1 H et H2 seraient liés, puisqu'on est en dimension 2, donc il y aurait une C relation, 1 fois A, plus B fois H, plus C fois H2, égale 0, on aurait une relation, d'accord. Mais ça voudrait dire que H est dans C. Ce qui veut dire que finalement, on aurait H inclus dans C, et ça, c'est pas possible. Voilà, parce que C est algébriquement clos. Voilà. Donc on ne peut pas avoir de C algèbre
tout ce qu'on peut espérer, de dimension finie, je veux dire, tout ce qu'on peut espérer, c'est une R algèbre. Voilà, parce que ce corps serait commutatif, en quelque sorte. Voilà, on va arrêter là, et la prochaine fois, on regardera comment on peut faire de la géométrie sur les quaternions, de la même manière qu'on fait de la géométrie euclidienne sur les complexes.